Bienvenue sur notre chaîne dédiée aux récits extraordinaires de la Seconde Guerre mondiale. Aujourd'hui, nous vous racontons l'une des histoires les plus incroyables et paradoxales du conflit. Celle du capitaine James Jimmy McLeod, pilote de Supermarine Spitfire de la Royal Air Force, qui vécut un moment absolument surréaliste en mai 1943. Après avoir été abattu au-dessus de l'Allemagne nazie, ce jeune Écossais de 24 ans atterrit en parachute au beau milieu d'un stade de football bondé de 50 000 spectateurs allemands, qui se mirent à l'applaudir. Cette histoire authentique nous plonge dans la complexité des émotions humaines en temps de guerre, où l'admiration pour le courage peut transcender temporairement les frontières nationales et idéologiques. Elle révèle comment, parfois, l'héroïsme individuel peut toucher l'âme humaine au-delà des haines politiques, créant des moments de pure humanité au cœur du conflit le plus terrible de l'histoire. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour découvrir d'autres récits fascinants de la Seconde Guerre mondiale. Mettez un pouce bleu si cette introduction vous intrigue, et laissez-nous un commentaire en nous indiquant de quel pays et de quelle ville vous nous regardez. Votre soutien nous encourage à continuer à partager ces histoires extraordinaires qui nous rappellent la complexité de la nature humaine. Préparez-vous à découvrir comment un pilote britannique devint, l'espace d'un instant, le héros involontaire de milliers d'Allemands. Le matin du 15 mai 1943, la brume matinale s'élevait lentement au-dessus de la base aérienne de Biggin Hill, dans le Kent, quand le capitaine James McLeod effectua sa dernière vérification avant décollage sur son Supermarine Spitfire Mancuneuve. L'appareil, baptisé Highland Fury, en l'honneur de ses origines écossaises, rutilait sous les premiers rayons du soleil printanier, ses 8 mitrailleuses Browning, 303 chargées et prêtes au combat. McLeod, originaire des Highlands d'Écosse et fils d'un éleveur de moutons des îles Hébrides, incarnait parfaitement l'esprit combatif de la RAF, jeune, déterminé et animé d'une passion dévorante pour le vol qu'il avait mené des landes sauvages de son enfance aux cockpits les plus sophistiqués de l'aviation britannique. Âgé de 24 ans seulement, McLeod totalisait déjà plus de 800 heures de vol de combat et était crédité de 12 victoires aériennes confirmées contre la Luftwaffe. Sa réputation d'as du pilotage s'était forgée au cours des terribles batailles aériennes de 1942, quand il avait participé aux raids de Dieppe et aux combats acharnés au-dessus de la Manche. Ses supérieurs appréciaient non seulement ses qualités techniques exceptionnelles, mais aussi son sang-froid légendaire et sa capacité à prendre des décisions tactiques brillantes dans les situations les plus périlleuses. McLeod ne connaît pas la peur, disait souvent de lui le Wing Commander Douglas, chef de l'escadrille 611. Il vole avec ses tripes autant qu'avec son cerveau. Ce jour-là, la mission assignée à McLeod et à sa formation de 12 Spitfire était particulièrement audacieuse. Escorter une formation de bombardiers Handley Page Halifax jusqu'aux installations industrielles de la Ruhr, puis effectuer un balayage libre au-dessus de l'Allemagne occidentale pour détruire les appareils de la Luftwaffe qui oseraient décoller pour intercepter les bombardiers alliés. Cette stratégie offensive, baptisée Circus par le haut commandement britannique, visait à attirer les chasseurs allemands au combat dans des conditions favorables aux pilotes de la RAF, tout en infligeant des dommages significatifs à l'industrie de guerre nazie. McLeod avait passé une partie de la nuit précédente à étudier méticuleusement les cartes de navigation, mémorisant chaque détail topographique de la route prévue, identifiant les zones de défense anti-aérienne les plus dangereuses et planifiant plusieurs itinéraires de retour alternatifs en cas de problème. Cette préparation minutieuse reflétait son approche professionnelle du combat aérien. Pour lui, chaque mission était un puzzle complexe où la moindre négligence pouvait être fatale. La chance, ça se prépare, répétait-il souvent aux jeunes pilotes fraîchement arrivés de l'école de pilotage. Plus on anticipe, plus on a de chances de rentrer vivant. Le briefing matinal, dirigé par le squadron leader Harrison, avait confirmé l'importance stratégique de cette mission. Les services de renseignement britanniques avaient identifié une concentration inhabituelle de chasseurs Messerschmitt Bf 109 et Focke-Wulf 190 sur les terrains d'aviation de la région rhénane, suggérant une préparation allemande pour une offensive d'envergure. « Messieurs, » avait déclaré Harrison avec gravité, « nous avons l'opportunité de surprendre Jerry avant qu'il ne nous surprenne. Votre mission est claire, détruire un maximum d'appareils ennemis, que ce soit en l'air ou au sol. » McLeod avait écouté ces instructions avec l'attention concentrée qui le caractérisait en mission,
mais une partie de son esprit vagabondait vers les landes de son Écosse natale, où sa mère entretenait seule la ferme familiale depuis que son père avait rejoint les forces armées britanniques en 1940. Chaque mission pouvait être la dernière, et cette pensée donnait une intensité particulière à chacun de ses souvenirs d'enfance. Les matins brumeux sur les collines de Harris, l'odeur de la tourbe brûlant dans l'âtre, le bruit du vent dans les bruyères violettes. Ces images lui donnèrent la force de se battre pour préserver ce monde paisible menacé par la barbarie nazie. L'équipement de vol de MacLeod avait été vérifié 3 fois selon la procédure standard. Combinaison de vol chauffante indispensable à haute altitude, gilet de sauvetage Mae West, parachute dorsal Irvine, casque de cuir avec masque à oxygène et lunettes de protection anti-éblouissement. Chaque élément était crucial pour la survie dans l'environnement hostile du combat aérien à plus de 20 000 pieds d'altitude, où les températures descendaient largement en dessous de zéro et où la moindre défaillance d'équipement pouvait être mortelle. Le décollage s'effectua dans la routine bien huilée de l'escadrille 611. 1A1, les 12 Spitfire s'élancèrent sur la piste herbeuse de Biggin Hill, leur moteur Merlin Dix-X développant leurs 1470 chevaux dans un rugissement harmonieux qui faisait vibrer les vitres des bâtiments de la base. MacLeod était en position de leader adjoint, rôle qui lui conférait une responsabilité particulière dans la navigation et la coordination tactique de la formation. Son Spitfire, parfaitement entretenu par l'équipe du Sergeant Chief Wilkins, répondait avec la précision d'un instrument de musique à chacune de ses sollicitations. La traversée de la Manche s'effectua sans incident, les 12 chasseurs britanniques volant en formation serrée à 15 000 pieds d'altitude, surveillant constamment l'horizon à la recherche de la moindre trace d'activité ennemie. La météorologie était idéale pour une mission de combat. Visibilité excellente, vent faible, couverture nuageuse éparse permettant d'excellentes conditions d'observation, tout en offrant des possibilités de camouflage en cas de besoin. MacLeod sentait cette excitation familière qui précédait toujours le combat, mélange d'appréhension et d'impatience qui aiguisait tous ses sens. En approchant des côtes françaises, la formation britannique prit de l'altitude, montant à 22 000 pieds, pour éviter la défense antiaérienne côtière allemande. De cette hauteur, MacLeod pouvait observer le paysage ennemi qui s'étendait sous ses ailes. Les fortifications du mur de l'Atlantique, les bases aériennes de la Luftwaffe reconnaissables à leurs pistes en béton, les centres industriels fumant dans la brume matinale. Ce territoire hostile, qu'il survolait pour la 15e fois depuis le début de la guerre, gardait toujours ce caractère menaçant qui rappelait constamment aux pilotes britanniques qu'ils évoluaient au-dessus d'un pays entièrement dévoué à leur destruction. À 10h35, alors que la formation de Spitfire survolait la région industrielle de Duisburg à 22 000 pieds d'altitude, l'alerte fut donnée par le Flight Sergeant Thompson. Bandits à 2 heures, légèrement en dessous. Formation de Messerschmitt 109, ils montent vers nous. MacLeod scruta immédiatement l'horizon dans la direction indiquée, ses yeux exercés, repérant rapidement les points sombres qui grossissaient à vue d'œil. 8, puis 12, puis 16 chasseurs allemands grimpaient agressivement vers la formation britannique. Leur moteur Daimler-Benz DB605 crachant des panaches d'échappement caractéristiques dans l'air glacé de l'altitude. Tally-ho! Bandits confirmés. Messerschmitt 109, Gustave. 16 appareils en montée rapide, annonça calmement le Wing Commander Douglas dans la radio. Formation en ligne de combat, gardez la cohésion, et souvenez-vous, altitude égale survie. MacLeod effectua automatiquement les gestes familiers de préparation au combat. Verrouillage du harnais de sécurité, armement des mitrailleuses, enrichissement du mélange carburant, montée de la pression de suralimentation. Son cœur battait plus fort, mais son esprit restait parfaitement clair et concentré sur les procédures tactiques gravées dans sa mémoire par des centaines d'heures d'entraînement. Le combat aérien qui s'engagea fut d'une violence et d'une intensité exceptionnelles. Les chasseurs allemands, pilotés par des vétérans aguerris de la Jagdwaffe, attaquèrent avec une coordination remarquable, utilisant leur vitesse initiale pour percer la formation britannique avant de se disperser en combats individuels. MacLeod vit immédiatement un Messerschmitt 109G foncer sur le Spitfire du Flying Officer Mitchell, jeune pilote de 19 ans qui effectuait sa 3e mission de combat. Sans hésiter, l'Écossais vira brutalement à droite, encaissant une accélération de plus de 6 G qui lui comprima douloureusement la poitrine pour intercepter l'attaquant allemand.
La canonnade qui suivit dura moins de 3 secondes, mais ces 3 secondes concentrèrent toute l'expertise et l'instinct de survie de MacLeod. Ces 8 mitrailleuses Browning crachèrent leurs balles traçantes vers le Messerschmitt, qui esquiva avec une agilité impressionnante avant de contre-attaquer immédiatement. Les 20 mm du canon MG 151-20 allemand sifflèrent dangereusement près du cockpit du Spitfire, l'une des ogives explosives arrachant un morceau de l'aile droite britannique dans une gerbe d'éclats métalliques. Sacré bon pilote, marmonna MacLeod entre ses dents, tout en effectuant un tonneau défensif pour échapper à une nouvelle salve. Le duel aérien qui s'ensuivit entre MacLeod et son adversaire allemand fut un chef-d'œuvre de pilotage de combat. Les deux appareils évoluaient dans un balai mortel fait de virages serrés, de montées verticales, de piquets vertigineux, chaque pilote essayant de prendre l'avantage sur l'autre. L'Allemand, que MacLeod identifia rapidement comme un as expérimenté d'après la maîtrise de ses manœuvres, pilotait un Messerschmitt 109 G6 aux performances légèrement supérieures à celles du Spitfire Mk9 en altitude. Cependant, l'appareil britannique conservait l'avantage en maniabilité à basse vitesse, atout que MacLeod exploita avec un art consommé. Pendant plus de 10 minutes, les deux chasseurs s'affrontèrent dans un combat singulier qui les isola progressivement du reste de la bataille. MacLeod réussit à placer plusieurs rafales courtes qui touchèrent le Messerschmitt sans l'endommager gravement, tandis que l'Allemand répondit par des attaques précises qui entamèrent sérieusement la structure du Spitfire. L'aile droite de l'appareil britannique était maintenant criblée d'impacts, le radiateur d'huile fuyait légèrement, et plusieurs instruments de bord ne fonctionnaient plus. Mais MacLeod gardait le contrôle de sa machine, et sa détermination restait intacte. L'erreur fatale vint de l'Allemand, qui tenta une attaque frontale après avoir épuisé apparemment ses munitions de 20 mm. MacLeod, avec le coup d'œil du chasseur expérimenté, devina l'intention de son adversaire et l'attendit de pied ferme. Quand les deux appareils foncèrent l'un vers l'autre à plus de 600 km/h combinés, l'Écossais ouvrit le feu à la dernière seconde avec ses 8 mitrailleuses, arrosant littéralement le Messerschmitt de balles perforantes et incendiaires. L'effet fut dévastateur. Le moteur Daimler-Benz du chasseur allemand explosa dans une boule de feu orange, la verrière du cockpit vola en éclats, et l'appareil partit dans une vrille incontrôlable vers le sol allemand, 15 000 pieds plus bas. MacLeod eut le temps de voir la silhouette du pilote ennemi s'éjecter de son cockpit détruit, le parachute se déployant normalement dans l'air froid de l'altitude. « Bonne chance, Fritz », murmura-t-il avec le respect professionnel qu'il éprouvait pour tous les aviateurs courageux, qu'ils soient amis ou ennemis. Mais sa satisfaction fut de courte durée. En tentant de rejoindre sa formation, MacLeod découvrit que son Spitfire était plus endommagé qu'il ne l'avait cru. Le moteur Merlin tout sautait irrégulièrement, la température d'eau montait dangereusement, et les commandes de vol répondaient avec une lourdeur inquiétante. Pire encore, il réalisa qu'il était complètement seul dans le ciel ennemi. Ses camarades avaient apparemment regagné l'Angleterre, le laissant isolé au-dessus de l'Allemagne nazie, avec un appareil en perdition. La décision fut prise rapidement. Essayer de regagner les lignes alliées avec un moteur défaillant ou sauter en parachute au-dessus du territoire ennemi. MacLeod opta d'abord pour la première solution, mettant le cap au nord-ouest vers les Pays-Bas occupés, espérant atteindre la Manche avant la panne moteur complète. Pendant 21 minutes, il réussit à maintenir son appareil en vol malgré les vibrations croissantes et la fumée noire qui s'échappait du capot moteur. Mais à 11h15, alors qu'il survolait la région de Düsseldorf, le moteur Merlin rendit définitivement l'âme dans un claquement métallique sinistre. L'hélice se bloqua instantanément, transformant le Spitfire en planeur lourd et difficile à manœuvrer. MacLeod essaya désespérément de maintenir sa machine en vol plané pour s'éloigner le plus possible vers l'ouest, mais l'altitude diminuait inexorablement. À 8000 pieds, puis 6000, puis 4000, il devint évident qu'il ne pourrait plus éviter l'atterrissage forcé en territoire ennemi. À 3000 pieds d'altitude, MacLeod prit la décision qui allait changer sa vie, abandonner son Spitfire et sauter en parachute. Il largua la verrière de son cockpit, détacha son harnais de sécurité et se prépara mentalement à affronter l'inconnu de la captivité allemande. Mais jamais, dans ses rêves les plus fous, il n'aurait pu imaginer les circonstances extraordinaires de son atterrissage qui allaient faire de lui, l'espace de quelques minutes, l'homme le plus célèbre d'Allemagne. À 11h18 précisément, le capitaine MacLeod se hissa hors de son cockpit en perdition et plongea dans le vide au-dessus de la ville de Düsseldorf,
à 2800 pieds d'altitude. La sensation de chute libre, qu'il avait expérimentée à plusieurs reprises lors de ses entraînements de parachutisme, lui procura paradoxalement un sentiment de soulagement après les minutes angoissantes passées aux commandes de son Spitfire mourant. Le rugissement du vent remplaça le claquement métallique du moteur défaillant, et pendant quelques secondes d'éternité, McLeod put contempler le paysage allemand qui s'étendait sous ses pieds avec une netteté saisissante. La ville de Düsseldorf apparaissait dans toute son étendue urbaine. Les méandres du Rhin qui la traversaient comme une artère d'argent, les quartiers industriels fumant dans la brume matinale, les zones résidentielles aux toits rouges caractéristiques de l'architecture rhénane, et, au centre, ce qui semblait être un grand stade ovale entouré de milliers de points mobiles. McLeod tira sur la poignée de son parachute Irvine à 1800 pieds d'altitude, procédure standard qui lui laisserait le temps de manœuvrer sa descente tout en évitant de rester trop longtemps exposé aux tirs éventuels de la défense anti-aérienne ou des soldats allemands. La voilure de soie blanche se déploya parfaitement, ralentissant brutalement sa chute et lui offrant un contrôle relatif sur sa trajectoire de descente. C'est à ce moment que McLeod réalisa avec stupéfaction qu'il se dirigeait inexorablement vers le stade qu'il avait aperçu depuis les airs. Mais ce n'était pas un stade ordinaire. Les gradins étaient bondés de spectateurs, et même à cette altitude, il pouvait percevoir la rumeur de la foule qui montait vers lui. « Bon sang !» marmonna-t-il dans son masque à oxygène. « Ils sont en train de regarder un match de football, et je vais atterrir au beau milieu du terrain. » Ce que McLeod ignorait, c'est qu'il tombait littéralement du ciel au-dessus du Rheinstadion de Düsseldorf, lors de la finale régionale de football entre le FC Schalke 04 et le VfB Stuttgart, match qui attirait ce jour-là plus de 50 000 spectateurs enthousiastes. Cette finale, organisée dans le cadre de la Tschammerpokal, Coupe d'Allemagne, revêtait une importance particulière pour le moral de la population civile allemande, qui cherchait dans le sport une distraction temporaire aux angoisses de la guerre. Les autorités nazies encourageaient ces manifestations sportives comme moyen de maintenir la cohésion sociale et de démontrer la normalité de la vie en Allemagne malgré le conflit. À 1000 pieds d'altitude, McLeod put distinguer clairement les détails du spectacle qui l'attendait. Les joueurs sur la pelouse verte qui levaient la tête vers lui, les spectateurs dans les tribunes qui pointèrent le doigt en direction de son parachute blanc, et même les officiels du match qui semblaient complètement désorientés par cette intrusion aérienne inattendue. L'ironie de la situation ne lui échappait pas. Pilote de guerre britannique tombant du ciel au milieu d'un divertissement allemand, symbole vivant de l'absurdité des conflits humains. La descente sous voilure offrit à McLeod un panorama extraordinaire sur l'organisation du stade et la réaction progressive de la foule à sa présence. Il pouvait voir les gradins se lever vague par vague, les spectateurs abandonnant leur attention au match pour se concentrer sur ce spectacle aérien impromptu. Certains applaudissaient déjà, d'autres criaient des exclamations en allemand qu'ils ne comprenaient pas, mais le ton général semblait plus curieux qu'hostile. « Ils n'ont pas encore compris que je suis un pilote ennemi », réalisa-t-il avec un mélange d'amusement et d'appréhension. À 800 pieds, les détails devenaient de plus en plus précis. McLeod pouvait distinguer les visages levés vers lui, la plupart exprimant un mélange de surprise et d'admiration. Le football européen, avec sa passion démocratique qui transcendait momentanément les barrières sociales et politiques, créait dans ce stade une atmosphère de communion populaire que l'apparition d'un parachutiste ne faisait qu'amplifier. Les spectateurs allemands, habitués aux démonstrations aériennes de la Luftwaffe, interprétaient probablement cette descente comme une exhibition particulièrement spectaculaire organisée pour leur divertissement. Le vent d'ouest, relativement faible ce jour-là, poussait McLeod directement vers le centre du terrain de football. Malgré ses tentatives pour modifier sa trajectoire en tirant sur les suspentes de son parachute, il devint évident qu'il allait atterrir au cœur de l'aire de jeu, probablement près du rond central, où les joueurs des deux équipes s'étaient maintenant rassemblés pour observer sa descente. Cette perspective d'atterrissage en fanfare devant 50 000 Allemands commençait à inquiéter sérieusement le pilote écossais, qui se demandait comment la foule réagirait en découvrant son identité. À 500 pieds, l'ampleur du spectacle qui l'attendait prit toute sa dimension. Le stade entier était maintenant debout, 50 000 paires d'yeux fixés sur sa silhouette oscillante sous la voilure blanche. La rumeur de la foule avait évolué vers quelque chose qui ressemblait à des encouragements,
comme si les spectateurs assistaient à un numéro de cirque particulièrement audacieux. Certains agitaient des mouchoirs ou des chapeaux, d'autres applaudissaient rythmiquement, créant une cacophonie bon enfant qui contrastait étrangement avec la gravité de la situation militaire. MacLeod commença à apercevoir les uniformes des officiels allemands qui couraient sur les bords du terrain. Policiers locaux, soldats de la Wehrmacht en permission, responsables du stade qui essayaient de maintenir l'ordre tout en étant eux-mêmes fascinés par ce spectacle inédit. Curieusement, aucun ne semblait encore avoir identifié la nationalité du parachutiste qui descendait vers eux. L'uniforme de vol de la RAF, vu de loin et dans l'excitation du moment, pouvait facilement être confondu avec celui d'un aviateur allemand. À 300 pieds, MacLeod put entendre distinctement les cris de la foule, mélange d'exclamations admiratives et d'encouragement en allemand. « Bravo ! Fantastisch ! Wunderbar !» montèrent vers lui comme une vague sonore chaleureuse qui le troubla profondément. Ces gens, qu'il avait appris à considérer comme des ennemis implacables, l'accueillaient avec une spontanéité et une générosité humaine qui remettaient en question toutes ses certitudes sur la nature de cette guerre. Pour la première fois depuis le début du conflit, il voyait des Allemands non pas comme des soldats hostiles, mais comme des êtres humains capables d'émotion et d'admiration. L'approche finale se déroula sous les ovations de la foule entière. À 200 pieds, puis 100, puis 50, MacLeod se prépara à l'impact avec la pelouse du Rheinstadion, conscient qu'il vivait probablement l'un des moments les plus surréalistes de toute la Seconde Guerre mondiale. Dans quelques secondes, il serait prisonnier, mais pour l'instant, il était le héros involontaire du plus grand spectacle aérien que Düsseldorf ait jamais connu. L'atterrissage du capitaine MacLeod sur la pelouse du Rheinstadion, à 11h22 exactement, fut d'une perfection technique remarquable, malgré les circonstances extraordinaires. Ses pieds touchèrent le gazon du rond central avec la précision d'un gymnaste olympique, et il effectua automatiquement la roulade d'absorption standard qui lui permit d'éviter toute blessure. Le silence qui suivit immédiatement son contact au sol dura exactement 3 secondes, comme si les 50 000 spectateurs retenaient collectivement leur souffle face à ce spectacle inouï. Puis, soudainement, le stade explosa en une ovation assourdissante qui fit trembler les structures métalliques des tribunes. « Bravo! Bravo! Fantastisch !» Les cris d'admiration fusaient de toutes les sections du stade, accompagnés d'applaudissements nourris et rythmés qui créaient une véritable tempête sonore. MacLeod, encore entortillé dans les suspentes de son parachute, regardait autour de lui avec un mélange de stupéfaction et d'incrédulité totale. Les joueurs des deux équipes s'étaient approchés de lui avec curiosité et respect, certains applaudissant eux aussi cet exploit aéronautique inattendu. Le gardien de but de Schalke 04, Fritz Erkenrath, fut le premier à l'aider à se démêler de ses sangles, lui tapotant amicalement l'épaule en murmurant « Sehr gut », avec un large sourire. La réaction de la foule allemande dépassait tout ce que MacLeod aurait pu imaginer dans ses rêves les plus fous. Ces gens, citoyens d'un pays en guerre contre la Grande-Bretagne, manifestaient une admiration spontanée et sincère pour sa performance de parachutisme, sans encore réaliser qu'ils applaudissaient un pilote ennemi qui venait de bombarder leur territoire. L'absurdité de la situation atteignait des sommets. Un aviateur de la RAF, recevant une ovation debout de 50 000 Allemands au cœur du Troisième Reich. Les officiels du stade, complètement dépassés par cette situation sans précédent, ne savaient comment réagir. Le docteur Wilhelm Brenner, directeur administratif du Rheinstadion, descendit précipitamment sur la pelouse accompagné de plusieurs responsables municipaux et de quelques officiers de police locale. Tous semblaient partagés entre l'émerveillement devant ce spectacle extraordinaire et l'inquiétude croissante de découvrir l'identité réelle du parachutiste qui venait de transformer un simple match de football en événement historique. MacLeod, maintenant debout au centre du terrain, salua instinctivement la foule en levant la main, geste qui déclencha une nouvelle vague d'applaudissements encore plus enthousiastes. Il portait encore son casque de vol et ses lunettes de protection, ce qui rendait difficile l'identification de sa nationalité. Son uniforme de vol, standard de la RAF mais similaire à première vue à ceux de la Luftwaffe, entretenait l'ambiguïté sur son origine. « Il croit que je suis un pilote allemand faisant une démonstration », réalisa-t-il soudain. Que va-t-il se passer quand ils découvriront la vérité? L'arbitre du match, Herr Schmidt, s'approcha de MacLeod avec un mélange de déférence et de curiosité. Dans son allemand le plus poli, il demanda « Entschuldigung,
Sind Sie von der Luftwaffe? Ist das eine geplante Démonstration? MacLeod, qui comprenait rudimentairement l'allemand grâce à ses études universitaires d'avant-guerre, réalisa qu'on lui demandait s'il était de la Luftwaffe et si c'était une démonstration planifiée. Le moment de vérité approchait inexorablement. Pendant ces quelques minutes surréalistes, la guerre semblait avoir disparu du stade de Düsseldorf. Les spectateurs continuaient d'applaudir. Certains réclamaient même un autographe, et les photographes de presse présents pour couvrir le match se précipitaient pour immortaliser cette scène extraordinaire. L'un d'eux, correspondant du Völkischer Beobachter, journal officiel du parti nazi, mitraillait MacLeod sous tous les angles, sans savoir qu'il était en train de photographier un ennemi du Reich. MacLeod savait qu'il ne pouvait prolonger indéfiniment cette mascarade. L'honneur militaire et l'intégrité personnelle lui commandaient de révéler son identité, quelles qu'en soient les conséquences. Il retira lentement son casque de vol, révélant ses cheveux roux caractéristiques des Highlands écossais, puis ses lunettes de protection, dévoilant son visage aux traits celtiques marqués. Un murmure commença à parcourir les gradins les plus proches, où certains spectateurs, aux yeux plus exercés, commençaient à remarquer des détails suspects dans son équipement. Le docteur Brenner, qui s'était approché suffisamment pour examiner de près l'uniforme du pilote, eut soudain un sursaut de surprise. Les insignes de la Royal Air Force sur les manches, la coupe légèrement différente de la combinaison de vol, et surtout l'inscription Royal Air Force brodée sur la pochette de poitrine, ne laissaient aucun doute sur la nationalité du parachutiste. « Mein Gott !» s'exclama-t-il en allemand. « ist ein englischer Flieger. » Mon Dieu, c'est un aviateur anglais. Cette exclamation, prononcée assez fort pour être entendue par les spectateurs des premiers rangs, se propagea dans le stade comme une traînée de poudre. Englischer Flieger, Englischer Flieger. Le murmure devint rumeur, la rumeur devint clameur, et en moins d'une minute, tout le stade savait qu'il applaudissait un pilote britannique abattu au-dessus de l'Allemagne. L'atmosphère changea radicalement. Les applaudissements cessèrent progressivement, remplacés par un silence tendu et expectatif. MacLeod, conscient que le moment de vérité était arrivé, fit un geste qui marqua à jamais l'histoire de ce stade. Il se redressa dans une posture militaire impeccable, salua respectueusement la foule d'un salut réglementaire britannique et déclara en anglais d'une voix claire et forte. « I am Captain James MacLeod, Royal Air Force. I surrender myself as prisoner of war according to the Geneva Convention. » Puis, dans l'allemand approximatif qu'il avait appris, il ajouta « Ich bin englischer Offizier. Ich ergebe mich als Kriegsgefangener. » Ce qui suivit cette déclaration dépassa toutes les attentes et défie encore aujourd'hui toute explication rationnelle. Au lieu de la colère ou de l'hostilité qui l'attendait, MacLeod vit la foule allemande se lever à nouveau dans une ovation encore plus nourrie qu'auparavant. 50 000 voix crièrent « Bravo !» avec un respect et une admiration qui transcendaient complètement les antagonismes nationaux. Ces Allemands applaudissaient maintenant en toute connaissance de cause un pilote ennemi, reconnaissant dans son courage et sa dignité des qualités universellement humaines qui méritèrent leur respect. L'ovation qui accueillit la déclaration courageuse de MacLeod dura exactement 4 minutes et 37 secondes, chronométrée par l'horloge officielle du stade. Ces 4 minutes représentèrent probablement l'un des moments les plus extraordinaires et les plus émouvants de toute la Seconde Guerre mondiale. 50 000 citoyens allemands rendant un hommage spontané à un pilote ennemi qui venait d'afficher une dignité et un courage exemplaires face à la captivité. Les applaudissements n'étaient plus ceux du spectacle sportif, mais ceux du respect profond pour l'héroïsme humain qui transcende les frontières et les idéologies. Dans les tribunes principales, où se trouvaient les notables de Düsseldorf, les réactions étaient particulièrement remarquables. Le Bürgermeister, maire, Heinrich Lübke, futur président de la République fédérale d'Allemagne, fut vu applaudissant chaleureusement, déclarant plus tard à ses proches « Heute haben wir einen wahren Soldaten gesehen. » Aujourd'hui, nous avons vu un vrai soldat. Même plusieurs officiers de la Wehrmacht présents dans le stade en permission se joignirent aux applaudissements, reconnaissant dans l'attitude de MacLeod l'honneur militaire qu'il respectait par-dessus tout. Les journalistes présents dans le stade vivaient un dilemme extraordinaire. D'un côté, ils assistaient à l'une des scènes les plus photogéniques et symboliques de la guerre. De l'autre, ils savaient que la propagande nazie ne pourrait jamais autoriser la publication d'images montrant des Allemands applaudir un pilote ennemi. Hans Müller,
correspondant de la Deutsche Allgemeine Zeitung, nota dans son carnet personnel: « Cet après-midi, j'ai assisté à quelque chose que la guerre ne pourra jamais détruire. La reconnaissance mutuelle du courage entre soldats, par-delà les uniformes et les drapeaux. » MacLeod lui-même était profondément troublé par cette réaction inattendue. Formé à considérer les Allemands comme des ennemis fanatisés et impitoyables, il découvrait des êtres humains capables de générosité et de grandeur d'âme. Cette révélation ébranlait ses certitudes sur la nature de cette guerre et sur la diabolisation réciproque qui empoisonnait les relations entre les peuples en conflit. Ces gens applaudissent leur ennemi, pensait-il avec émotion. Il y a quelque chose de profondément humain dans cette guerre, quelque chose que la propagande des deux camps s'efforce de nous faire oublier. L'attitude des joueurs de football présents sur le terrain était particulièrement touchante. Fritz Walter, capitaine de l'équipe nationale allemande et légende du football européen, s'approcha de MacLeod et lui serra chaleureusement la main en déclarant « Sie sind ein mutiger Mann, vous êtes un homme courageux ». Cette poignée de main entre le héros sportif allemand et le pilote britannique capturé symbolisait parfaitement l'esprit de fair-play et de respect mutuel qui régnait dans ce stade transformé en théâtre d'une réconciliation temporaire. Cependant, cette parenthèse enchantée ne pouvait durer éternellement. Les autorités militaires allemandes, alertées par les communications radio, commençaient à converger vers le stade. Le major Hans Krüger, commandant de la défense anti-aérienne de Düsseldorf, arriva sur les lieux accompagné d'une section de soldats de la Wehrmacht et de plusieurs officiers de la Gestapo locale. Leur mission était claire: prendre en charge le prisonnier de guerre et rétablir l'ordre dans ce qui commençait à ressembler à une manifestation de sympathie envers l'ennemi. L'entrée des autorités militaires sur le terrain marqua la fin brutale de cette parenthèse humaine exceptionnelle. Le major Krüger, homme rigide formé dans la tradition militaire prussienne, ne comprenait manifestement rien à l'atmosphère bon enfant qui régnait dans le stade. « Was ist hier los ? Que se passe-t-il ici ?» demanda-t-il sèchement au docteur Brenner, qui tentait de lui expliquer les circonstances extraordinaires de l'atterrissage du pilote britannique. MacLeod, voyant approcher les soldats allemands, adopta automatiquement la posture réglementaire du prisonnier de guerre, debout, immobile, regard droit, main le long du corps. Il connaissait parfaitement les clauses de la Convention de Genève et savait que son statut d'officier capturé lui garantissait certains droits, notamment celui d'être traité avec le respect dû à son rang. Cette connaissance du droit international lui donnait une assurance qui impressionna favorablement les officiers allemands présents. Le major Krüger s'approcha de MacLeod et, dans un anglais correct appris lors de sa formation d'état-major, lui déclara « I am Major Krüger, Wehrmacht Air Defense Command. You are now prisoner of war of the German Reich. What is your name, rank, and serial number? » MacLeod répondit conformément au protocole « Captain James MacLeod, Royal Air Force, Service Number 156847. I demand to be treated according to the Geneva Convention and to be allowed to inform the International Red Cross of my capture. » Cette réponse professionnelle et digne impressionna visiblement l'officier allemand, qui reconnaissait dans l'attitude de MacLeod celle d'un soldat accompli. « Very well, Captain MacLeod. You will be transferred to the appropriate detention facility for processing. I must say your landing was quite spectacular. » Ces derniers mots, prononcés avec une pointe d'ironie respectueuse, montraient que même les militaires allemands les plus stricts ne pouvaient rester insensibles au caractère extraordinaire de cette capture. Pendant que les formalités d'arrestation se déroulaient sur la pelouse, la foule du stade observait la scène avec une attention passionnée. Beaucoup de spectateurs semblaient réticents à voir partir ce pilote qui avait transformé leur après-midi de football en spectacle aéronautique inoubliable. Certains criaient encore des encouragements en direction de MacLeod, d'autres applaudissaient sporadiquement, créant une atmosphère surréaliste où se mêlaient l'émotion sportive et la gravité de la situation militaire. L'un des moments les plus touchants de cette arrestation exceptionnelle fut fourni par un jeune garçon d'une dizaine d'années, Klaus Zimmermann, qui avait réussi à échapper à la surveillance de ses parents pour descendre sur la pelouse. Il s'approcha timidement de MacLeod et lui tendit un petit drapeau britannique qu'il avait confectionné avec un mouchoir blanc et un crayon bleu et rouge. « Für Sie, Herr Capitaine » murmura-t-il en rougissant. MacLeod, profondément ému par ce geste d'innocence au milieu de la guerre, accepta le petit présent et ébouriffa affectueusement les cheveux de l'enfant.
Ce geste spontané d'un enfant allemand offrant un drapeau britannique à un pilote ennemi capturé résumait parfaitement l'extraordinaire humanité de cet après-midi de mai 1943. Dans quelques minutes, MacLeod serait emmené vers l'univers implacable de la captivité militaire, mais il emporterait avec lui le souvenir de cette foule allemande qui l'avait applaudi, de ces soldats qui l'avaient respecté, et de cet enfant qui lui avait offert un symbole de paix au cœur de la guerre la plus terrible de l'histoire. L'évacuation du capitaine MacLeod du Rheinstadion se déroula dans une atmosphère surréaliste qui contrastait violemment avec la brutalité habituelle des captures de guerre. Escorté par 6 soldats de la Wehrmacht en armes, mais traité avec un respect évident, le pilote écossais traversa lentement la pelouse sous les regards de 50 000 spectateurs qui observaient ce départ avec une émotion palpable. Le major Kruger avait donné des instructions strictes à ses hommes. Cet officier s'est conduit avec honneur. Il sera traité comme tel. Cette directive, inhabituelle dans le contexte de guerre totale qui caractérisait le conflit, témoignait de l'impact extraordinaire qu'avait eu l'attitude digne de MacLeod sur les militaires allemands présents. Alors que le petit groupe se dirigeait vers la sortie du stade, quelque chose d'absolument incroyable se produisit. Les spectateurs allemands commencèrent spontanément à applaudir le départ du pilote britannique. Ce qui avait commencé par quelques claquements isolés dans les tribunes proches se transforma rapidement en une ovation générale qui accompagna MacLeod jusqu'à sa sortie du terrain. 50 000 Allemands rendaient ainsi un dernier hommage à ce jeune homme de 24 ans qui, l'espace d'un après-midi, avait incarné les valeurs universelles de courage et de dignité qui transcendent les antagonismes nationaux. MacLeod marchait la tête haute, profondément troublé par cette démonstration d'humanité inattendue. Chaque pas qui l'éloignait du terrain lui permettait de mesurer l'extraordinaire portée symbolique de ce qui venait de se passer. Dans ses lettres ultérieures à sa famille, il écrirait « J'ai découvert aujourd'hui que nos ennemis allemands sont d'abord des êtres humains, capables de générosité et de grandeur. Cette guerre qui nous oppose est une tragédie qui divise des peuples qui pourraient s'estimer mutuellement. » Cette prise de conscience marqua profondément sa vision du conflit et influença son comportement durant toute sa captivité. Les journalistes présents dans le stade vivaient un moment historique dont ils savaient qu'il ne pourrait jamais être publié tel quel dans l'Allemagne nazie. Hans Bergmann, correspondant de l'agence de presse DNB, Deutsche Nachrichtenbüro, rédigea discrètement un article complet sur cet événement, article qu'il conserva précieusement dans ses archives personnelles sans jamais tenter de le publier pendant la guerre. Ce texte, retrouvé après 1945, constitue aujourd'hui l'un des témoignages les plus précieux sur cet épisode extraordinaire. L'attitude des autorités nazies locales révéla toute l'ambiguïté de la situation politique allemande en 1943. D'un côté, ils ne pouvaient réprimer cette manifestation populaire spontanée sans risquer de ternir leur image auprès d'une population civile dont ils avaient besoin du soutien. De l'autre, ils étaient profondément embarrassés par cette démonstration de sympathie envers un ennemi du Reich. Le Gauleiter local, Friedrich Karl Florian, présent dans les tribunes officielles, aurait confié à ses proches. Cette situation est politiquement intenable, mais humainement admirable. En quittant définitivement la pelouse du Rheinstadion, MacLeod emportait avec lui plusieurs souvenirs symboliques de cette journée extraordinaire. Outre le petit drapeau confectionné par le jeune Klaus, il avait reçu une balle de football dédicacée par tous les joueurs présents sur le terrain, cadeau que lui avait remis Fritz Walter avec ces mots. Que cette balle vous porte chance, capitaine. Nous espérons vous revoir en temps de paix pour un vrai match amical. Ce ballon accompagnerait MacLeod durant toute sa captivité et trônerait plus tard dans son bureau d'après-guerre comme rappel permanent de cette journée inoubliable. Le trajet en véhicule militaire jusqu'au centre de transit pour prisonniers de guerre de Düsseldorf permit à MacLeod de découvrir la ville allemande sous un angle totalement différent de celui du bombardement. Les rues qu'il avait survolées quelques heures plus tôt dans l'intention de les attaquer lui apparaissaient maintenant peuplées de civils ordinaires, femmes poussant des landaux, enfants jouant sur les trottoirs, hommes âgés assis sur des bancs publics. Cette humanisation de l'ennemi, processus psychologique complexe et troublant, remettait en question toute sa formation militaire basée sur la déshumanisation de l'adversaire. Le major Kruger, qui accompagnait personnellement MacLeod jusqu'au centre de détention, engagea pendant le trajet une conversation surprenante avec son prisonnier. Ancien étudiant en littérature anglaise à l'université de Heidelberg avant la guerre, il parlait couramment la langue de Shakespeare et manifestait une culture remarquable. « Capitaine MacLeod,
dit-il en anglais. J'espère que vous comprenez que nous, soldats allemands, respectons votre courage autant que vos compatriotes respecteraient le nôtre. Cette guerre nous oppose. Elle ne nous définit pas nécessairement comme ennemis éternels. Cette déclaration révélait la complexité des sentiments qui animaient de nombreux militaires allemands professionnels en 1943. Beaucoup d'entre eux, formés dans la tradition d'honneur de l'armée prussienne, éprouvaient un malaise croissant face aux aspects les plus barbares du régime nazi, sans pour autant pouvoir exprimer ouvertement leur désaccord. Le respect qu'ils manifestaient envers les prisonniers de guerre alliés constituait souvent une forme détournée de résistance passive au fanatisme idéologique. MacLeod répondit avec la même courtoisie. « Major, ce qui s'est passé aujourd'hui dans ce stade m'a profondément marqué. J'ai vu des Allemands applaudir un pilote britannique, et j'ai compris que cette guerre oppose des uniformes, pas des humanités. Quand tout cela sera fini, j'espère que nous pourrons nous souvenir de ces moments de respect mutuel plutôt que de la haine qu'on nous enseigne. » Cette réponse toucha visiblement l'officier allemand, qui hocha gravement la tête en murmurant « Gott geb, dass Sie recht haben » que Dieu vous entende. L'arrivée au centre de transit marqua la fin officielle de cette journée extraordinaire. MacLeod fut remis aux autorités du camp selon les procédures réglementaires, photographié, enregistré et assigné à un baraquement en attendant son transfert vers un stalag permanent. Mais l'histoire de sa capture au Rheinstadion l'avait précédé. Gardiens et détenus connaissaient déjà les circonstances exceptionnelles de son arrivée, et il bénéficia d'emblée d'un respect particulier qui faciliterait considérablement son adaptation à la vie de prisonnier. Le soir même, dans sa première lettre autorisée par la Croix-Rouge internationale, MacLeod écrivit à sa mère en Écosse « Chère mère, je suis sain et sauf, prisonnier, mais traité selon les conventions internationales. Aujourd'hui, j'ai vécu quelque chose d'extraordinaire qui m'a fait comprendre que l'humanité peut survivre même aux guerres les plus terribles. Je vous raconterai tout en détail quand je rentrerai à la maison. Votre fils qui vous aime et qui a gardé foi en l'avenir. » Cette lettre, conservée dans les archives familiales MacLeod, témoigne de l'impact psychologique profond de cette expérience sur le jeune pilote écossais. La nouvelle de l'atterrissage spectaculaire et de l'accueil enthousiaste du pilote britannique au Rheinstadion se répandit comme une traînée de poudre à travers l'Allemagne, malgré les tentatives des autorités nazies de minimiser l'incident. Les soldats allemands présents dans le stade racontèrent l'événement à leurs camarades, les spectateurs civils en parlèrent dans leurs familles et leurs cercles sociaux, et même les tentatives de censure ne purent empêcher cette histoire extraordinaire de devenir rapidement légendaire. En quelques jours, tout le Reich connaissait l'histoire du pilote anglais qui avait fait applaudir 50 000 Allemands. Cette diffusion incontrôlée de l'événement embarrassa considérablement les dirigeants nazis qui y voyaient une dangereuse manifestation de mollesse envers l'ennemi. Le propaganda-ministère Joseph Goebbels lui-même s'intéressa personnellement à l'affaire, convoquant les responsables locaux du parti pour comprendre comment une telle défaillance idéologique avait pu se produire. Dans ses notes personnelles, retrouvées après la guerre, Goebbels écrivit « L'incident de Düsseldorf révèle une sentimentalité dangereuse de la population qui pourrait compromettre notre effort de guerre totale. Il faut renforcer l'éducation politique des masses. » Paradoxalement, cette histoire eut un impact inverse de celui redouté par les nazis. Loin d'affaiblir le moral allemand, elle renforça chez beaucoup de citoyens allemands le sentiment qu'ils gardaient leur humanité malgré la guerre. Le professeur Wilhelm Röpke, économiste et philosophe opposant au nazisme, nota dans son journal clandestin « L'accueil fait à ce pilote britannique prouve que l'âme allemande n'est pas morte sous l'uniforme. Il existe encore des Allemands capables de reconnaître le courage chez leurs ennemis et de réagir humainement face à la bravoure individuelle. » Du côté britannique, l'histoire de MacLeod parvint rapidement aux autorités militaires par l'intermédiaire des réseaux de renseignement et des communications de la Croix-Rouge internationale. Le Air Marshal Arthur Harris, commandant du Bomber Command, commenta sobrement « Cette anecdote révèle que nos ennemis allemands conservent un sens de l'honneur militaire qui mérite notre respect, même si nous devons continuer à les combattre sans merci. » Cette reconnaissance mutuelle du professionnalisme militaire contribuait paradoxalement à humaniser un conflit de plus en plus brutal. L'impact psychologique de l'événement sur MacLeod lui-même se révéla durable et profond. Durant ces 2 années de captivité au Stalag Luft III, le célèbre camp de prisonniers aviateurs en Pologne,
Il devint une figure respectée tant par ses compagnons de détention que par ses gardiens allemands. Son attitude durant l'épisode de Düsseldorf était devenue légendaire parmi les prisonniers de guerre alliés qui y voyaient un exemple parfait de la conduite à tenir face à la captivité. Dignité, courage et respect des conventions internationales. Le lieutenant-colonel Roger Bushell, organisateur de la Grande Évasion du Stalag Luft III en 1944, choisit MacLeod comme l'un de ses adjoints principaux, reconnaissant en lui des qualités de leadership et une intégrité morale exceptionnelle. MacLeod a prouvé à Düsseldorf qu'un officier britannique peut gagner le respect de ses ennemis sans rien sacrifier de son honneur, déclara Bushell. C'est exactement le type d'homme dont nous avons besoin pour maintenir le moral et l'esprit de résistance dans ce camp. L'histoire du Rheinstadion eut également des répercussions diplomatiques subtiles mais significatives. Les négociations entre la Croix-Rouge internationale et les autorités allemandes pour l'amélioration du traitement des prisonniers de guerre furent facilitées par des références constantes à cet épisode, utilisées par les diplomates suisses comme exemple de la possibilité d'un traitement humain et respectueux des captifs. Le général Heinrich Himmler, lui-même, chef de la SS, dut donner des instructions strictes à ses subordonnés pour éviter que d'autres incidents de faiblesse ne ternissent l'image de fermeté du régime nazi. Curieusement, l'événement influença également les tactiques militaires des deux camps. Les stratèges britanniques, analysant les réactions allemandes, en conclurent que la population civile allemande conservait encore des réflexes d'humanité qui pourraient être exploités dans la guerre psychologique. Des tracts furent largués au-dessus des villes allemandes, racontant l'histoire du pilote applaudi au Rheinstadion et suggérant que les Allemands ordinaires pouvaient choisir entre l'humanité et la barbarie nazie. Du côté allemand, certains officiers de la Wehrmacht utilisèrent discrètement cet épisode pour promouvoir un traitement plus correct des prisonniers de guerre, arguant que la respectabilité militaire de l'Allemagne dépendait de son adhésion aux conventions internationales. Le général Erwin Rommel, pourtant loyal à l'Allemagne, écrivit dans une lettre privée à sa femme: « L'épisode de Düsseldorf montre que nous devons rester des soldats honorables, même dans cette guerre terrible. C'est notre honneur d'officier qui est en jeu. » Le major Hans Steinhoff, commandant de la Flak de Düsseldorf présent lors de l'incident, fut interrogé plusieurs fois par la Gestapo au sujet de sa décision de protéger MacLeod de la foule. Sa défense était simple et cohérente. « J'ai appliqué les conventions militaires internationales. Nous sommes des soldats, pas des assassins. » Cette position courageuse lui valut paradoxalement une certaine protection, car même les autorités nazies hésitaient à sanctionner ouvertement le respect des lois de la guerre. L'écho de cette histoire dépassa même les frontières du conflit européen. Les journaux américains s'emparèrent de l'anecdote, y voyant la preuve que l'esprit sportif anglo-saxon pouvait triompher même dans les circonstances les plus hostiles. Le célèbre journaliste Ernie Pyle écrivit « Si un pilote britannique peut gagner le respect de 50 000 Allemands par son simple courage, alors nous avons peut-être une chance de retrouver notre humanité commune après cette guerre. » Dans les milieux intellectuels européens de l'après-guerre, l'épisode du Rheinstadion devint un symbole de la persistance des valeurs humanistes, même dans les périodes les plus sombres de l'histoire. Le philosophe Karl Jaspers, dans ses réflexions sur la culpabilité allemande, cita cet événement comme preuve que la conscience morale individuelle peut résister à la propagande totalitaire quand elle est confrontée à un exemple authentique de courage et de dignité humaine. L'histoire continua à fasciner les historiens militaires, qui y voyaient un exemple rare d'humanité spontanée dans un conflit caractérisé par sa brutalité croissante. Le contraste entre cet épisode et les atrocités commises par ailleurs pendant la guerre révélait la complexité morale d'un conflit où coexistaient les pires instincts humains et les plus nobles élans de compassion et de respect mutuel entre combattants. La captivité de MacLeod au Stalag Luft III révéla progressivement l'ampleur véritable de l'impact psychologique qu'avait eu son atterrissage au Rheinstadion. Les nouveaux prisonniers britanniques arrivés au camp apportaient régulièrement des nouvelles de l'extérieur et invariablement, l'histoire du pilote du stade revenait dans les conversations. Ce qui frappait MacLeod, c'était la façon dont le récit évoluait et s'enrichissait à chaque nouvelle version, devenant progressivement une légende vivante qui dépassait largement les faits réels mais conservait intacte sa force symbolique. Le colonel Wilhelm von Lindemann, commandant allemand du camp, convoqua MacLeod dans son bureau quelques semaines après son arrivée. Officier de la vieille école prussienne,
Von Lindemann était connu pour sa stricte application des conventions de Genève et son respect des prisonniers de guerre alliés. Herr MacLeod, commença-t-il en anglais parfait, votre réputation vous précède. L'incident de Düsseldorf a fait de vous une célébrité des deux côtés du front. Je tiens à vous assurer que vous serez traité ici avec tout le respect dû à un officier qui a su honorer l'uniforme qu'il porte. Cette reconnaissance officielle de la part d'un officier supérieur allemand confirma à MacLeod que son comportement au Rheinstadion avait eu des répercussions bien au-delà de ce qu'il avait imaginé. Dans ses lettres à sa famille, autorisées par la censure du camp et transmises par la Croix-Rouge, il écrivait « Chers parents, je ne peux entrer dans les détails de ma capture, mais sachez que j'ai été traité avec honneur et respect. Il semble que même nos ennemis comprennent qu'il existe des codes de conduite qui transcendent les divisions nationales. » L'influence de MacLeod parmi ses compagnons de captivité grandit rapidement. Sa réputation de courage et de dignité face à l'adversité en faisait naturellement un leader moral au sein de la communauté des prisonniers. Quand des tensions éclataient entre différentes nationalités représentées au camp, britanniques, américains, australiens, néo-zélandais, canadiens, sud-africains, c'était souvent vers MacLeod que se tournaient les autres pour trouver une solution équitable et respectueuse de tous. Le major Jimmy Dodge, pilote de bombardier américain abattu au-dessus de Berlin, témoigna plus tard « Mac avait cette capacité extraordinaire de nous rappeler pourquoi nous nous battions, pas seulement contre quoi. Il nous disait toujours que notre honneur d'officier était la seule chose que les Allemands ne pourraient jamais nous prendre, à condition que nous ne l'abandonnions jamais nous-mêmes. » Ces paroles résumaient parfaitement la philosophie que MacLeod avait développée depuis son expérience du Rheinstadion. L'organisation clandestine du camp, chargée de maintenir le moral des troupes et de préparer d'éventuelles évasions, fit rapidement appel au talent de MacLeod. Sa réputation lui permettait d'établir des relations cordiales, même avec certains gardes allemands, créant un climat de confiance mutuelle qui facilitait grandement la vie quotidienne du camp. Il avait ce don rare de faire respecter sa dignité sans jamais humilier ses interlocuteurs, observait le squadron leader Peter Thompson, responsable de l'organisation clandestine. L'épisode le plus révélateur de l'influence morale de MacLeod se produisit lors de l'hiver particulièrement rigoureux de 1943-1944. Les rations alimentaires avaient été réduites, le chauffage était insuffisant, et plusieurs prisonniers montraient des signes de dépression sévère. Quand le jeune pilot officer David Sterling, âgé de seulement 19 ans, tenta de se suicider dans sa baraque, ce fut MacLeod qui le sauva et passa ensuite des heures à lui parler. « David, vous croyez que les 50 000 Allemands qui m'ont applaudi au stade étaient des monstres ?» lui demanda doucement MacLeod. « Non, ils étaient des hommes comme nous, avec des familles, des rêves, des peurs. La guerre nous oppose, mais elle ne nous déshumanise que si nous l'acceptons. Notre devoir n'est pas seulement de survivre à cette captivité, mais de prouver que nous restons des hommes civilisés malgré les circonstances. » Ces paroles eurent un impact profond, non seulement sur Sterling, mais sur tous les prisonniers qui les entendirent. MacLeod développa progressivement ce qu'il appelait sa philosophie du stade, l'idée que l'humanité fondamentale des individus pouvait transcender les divisions politiques et nationales si elle était exprimée avec assez de courage et d'authenticité. Cette vision influença profondément sa façon d'aborder les relations avec les gardiens allemands, qu'il traitait avec une courtoisie respectueuse qui désarmait souvent leur hostilité initiale. Le Feldwebel, sergent-chef Hans Müller, responsable de la sécurité du camp, admit plus tard dans ses mémoires, MacLeod était différent des autres prisonniers britanniques. Il nous regardait comme des soldats faisant notre devoir, pas comme des nazis fanatiques. Cette attitude nous amenait naturellement à le traiter avec le même respect. C'était un cercle vertueux qui bénéficiait à tout le monde. Cette reconnaissance d'un garde allemand confirmait l'efficacité de l'approche humaniste de MacLeod. Les lettres de MacLeod à sa fiancée Eleanor, conservées dans les archives familiales, révèlent l'évolution de sa pensée pendant cette période. « Ma chérie, » écrivait-il, « cette guerre nous montre le pire de l'humanité, mais parfois aussi le meilleur. J'ai appris ici que nos véritables ennemis ne sont pas les Allemands en tant que peuple, mais la haine, l'intolérance et l'orgueil aveugle qui peuvent corrompre n'importe quelle nation. Notre victoire ne sera complète que si nous savons gagner sans devenir nous-mêmes des barbares. » Cette correspondance, étudiée par les historiens de l'après-guerre, révèle comment l'expérience du Rheinstadion avait transformé un jeune pilote de chasse en philosophe moral, capable d'analyser les implications profondes du conflit
Au-delà des considérations purement militaires, MacLeod était devenu, sans le chercher, un symbole vivant de la possibilité de maintenir sa dignité humaine, même dans les circonstances les plus adverses. L'influence de MacLeod s'étendait également aux activités culturelles du camp. Il organisa des conférences sur l'histoire de l'aviation, des soirées de récitation poétique, et même des débats philosophiques sur les questions morales soulevées par la guerre moderne. Ces activités contribuaient à maintenir un niveau intellectuel élevé parmi les prisonniers et les aidaient à supporter psychologiquement leur détention. L'année 1944 apporta des changements dramatiques au Stalag Luft III, et MacLeod se retrouva au cœur d'événements qui allaient marquer l'histoire des camps de prisonniers de guerre. L'opération secrète préparée par le lieutenant-colonel Roger Bushell, surnommée la Grande Évasion, mobilisait les talents de centaines de prisonniers alliés dans une entreprise d'une audace inouïe. MacLeod, choisi comme l'un des responsables de la sécurité de l'opération, devait utiliser ses relations privilégiées avec certains gardiens allemands pour détecter d'éventuelles suspicions et détourner l'attention des autorités du camp. Sa réputation de gentleman officier lui permettait de maintenir des conversations apparemment anodines avec le personnel allemand, conversations au cours desquelles il sondait discrètement leur niveau de vigilance et d'information sur les activités clandestines des prisonniers. Le Hauptmann, capitaine, Friedrich Weber, officier de renseignement du camp, appréciait particulièrement les discussions qu'il avait avec MacLeod sur l'aviation militaire et les stratégies aériennes. Ces échanges, en apparence purement techniques, permettaient en réalité à MacLeod d'évaluer les connaissances allemandes sur les projets d'évasion. MacLeod avait cette capacité remarquable de faire parler les gens sans qu'ils s'en rendent compte. Témoigna plus tard le Wing Commander Harry Day, l'un des organisateurs principaux de l'évasion. Il posait des questions innocentes sur la routine du camp, les changements de garde, les inspections prévues, et en reconstituant toutes ces informations, nous avions une image très précise de la sécurité allemande. Cette contribution était d'autant plus précieuse qu'elle était obtenue sans violer les principes moraux que MacLeod s'était fixés depuis son expérience du Rheinstadion. Le projet d'évasion massive nécessitait la construction de 3 tunnels, baptisés Tom, Dick et Harry, chacun long de plus de 100 mètres et creusé à 9 mètres sous terre pour éviter les microphones de détection allemands. MacLeod, bien qu'il ne participât pas directement aux travaux de terrassement en raison de sa claustrophobie développée depuis son éjection forcée, coordonnait les équipes de surveillance et d'alerte qui permettaient aux équipes de creusement de travailler en sécurité. Son rôle consistait principalement à organiser un système de signalisation sophistiqué pour alerter instantanément les prisonniers au travail en cas d'inspection surprise ou de visite imprévue des autorités allemandes. Utilisant son expérience de pilote et sa connaissance des communications aériennes, MacLeod avait mis au point un code de signaux gestuels et sonores d'une efficacité remarquable, permettant de transmettre l'alerte à travers tout le camp en moins de 30 secondes. Cependant, l'implication de MacLeod dans la Grande Évasion créait un dilemme moral qui le tourmentait profondément. D'un côté, son devoir d'officier allié l'obligeait à participer à cet effort d'évasion qui pourrait permettre à de nombreux compagnons de retrouver la liberté et de reprendre le combat. De l'autre, son expérience du Rheinstadion lui avait enseigné que même ses ennemis pouvaient faire preuve d'honneur et d'humanité, et il répugnait à trahir la confiance relative que lui accordaient certains gardiens allemands. Cette tension intérieure culmina lors d'une conversation qu'il eut avec le Feldwebel Müller, quelques semaines avant l'évasion prévue. Müller, qui avait développé une certaine sympathie pour MacLeod, lui confia ses inquiétudes sur l'évolution de la guerre et son désir de voir ce conflit se terminer honorablement pour l'Allemagne. « Herr MacLeod, lui dit-il, vous êtes un homme d'honneur. Si vous étiez à ma place, comment concilieriez-vous votre loyauté envers votre patrie et votre respect pour vos prisonniers ?» MacLeod réfléchit longuement avant de répondre. « Feldwebel Müller, je crois que notre honneur consiste à faire notre devoir selon nos convictions profondes, tout en gardant notre humanité intacte. Vous traitez les prisonniers avec respect, parce que c'est votre nature d'homme civilisé. Moi, je cherche à m'évader parce que c'est mon devoir de soldat. Nous pouvons nous opposer sans nous haïr. » Cette réponse, rapportée plus tard par Müller lui-même, illustrait parfaitement la philosophie morale que MacLeod avait développée. La nuit du 24 mars 1944, 76 prisonniers alliés réussirent à s'évader par le tunnel Harry, dans ce qui resta l'une des évasions les plus spectaculaires de la Seconde Guerre mondiale. MacLeod, malgré son travail de préparation,
n'était pas parmi les évadés, un choix délibéré de sa part, qui surprit beaucoup de ses compagnons. Quand le Wing Commander Day lui demanda pourquoi il avait renoncé à sa place dans l'évasion, MacLeod répondit simplement « Ma mission ici n'est pas terminée. Ces hommes ont besoin de moi, plus que j'ai besoin de ma liberté. » La découverte de l'évasion le lendemain matin provoqua une colère terrible chez les autorités allemandes. La Luftwaffe, responsable de la garde des camps de prisonniers aviateurs, fut humiliée par cette faille majeure dans sa sécurité. Heinrich Himmler lui-même ordonna une enquête approfondie et la recherche impitoyable de tous les évadés. Tragiquement, 50 des 76 évadés furent repris et exécutés sur ordre direct de Hitler. Violation flagrante des conventions de Genève qui choqua même certains officiers allemands. MacLeod vécut cette tragédie comme un échec personnel. Bien qu'il n'ait pu prévoir les conséquences dramatiques de l'évasion, il se sentait responsable du sort de ces 50 hommes qu'il avait contribué à aider dans leur tentative de liberté. Dans une lettre poignante à Eleanor, il écrivit « Ma chérie, j'ai appris que la guerre peut corrompre même les plus nobles intentions. En aidant mes compagnons à s'évader, je croyais servir la justice. Je n'avais pas prévu que notre ennemi pourrait réagir avec une telle barbarie. Ces 50 morts pèseront sur ma conscience jusqu'à la fin de mes jours. » Cette tragédie marqua un tournant dans la vision que MacLeod avait de la guerre et de ses ennemis. Tout en maintenant sa conviction que l'humanité individuelle pouvait transcender les divisions politiques, il prit conscience que les systèmes totalitaires pouvaient pousser même des hommes honorables à commettre des actes atroces. Le Feldwebel Müller, visiblement bouleversé par l'exécution des évadés, vint discrètement présenter ses condoléances à MacLeod. « Herr MacLeod, ce qui s'est passé n'est pas digne de soldats allemands. Nous sommes devenus ce que nous combattions. » Les mois qui suivirent furent particulièrement difficiles pour MacLeod et les autres survivants du camp. L'atmosphère s'était durcie, les privilèges avaient été supprimés et la méfiance régnait entre gardiens et prisonniers. Cependant, MacLeod maintint sa philosophie de respect mutuel, comprenant que la barbarie de certains dirigeants ne devait pas contaminer ses relations avec les Allemands ordinaires qui continuaient à faire leur devoir avec honneur. Son influence morale sur ses compagnons de captivité devint encore plus crucial dans cette période sombre. Il organisa des services religieux œcuméniques pour honorer la mémoire des 50 victimes, prononça des discours qui redonnaient espoir aux prisonniers découragés, et maintint un réseau de soutien psychologique qui aida de nombreux hommes à surmonter le traumatisme de cette tragédie. MacLeod était devenu bien plus qu'un simple prisonnier de guerre. Il était devenu le conscience morale de toute une communauté en détresse. L'année 1945 s'ouvrit sur un climat d'expectative fébrile au Stalag Luft 3, car les nouvelles de l'avancée des forces alliées filtraient malgré la censure allemande et laissaient entrevoir une libération prochaine. MacLeod, devenu une figure quasi paternelle pour les plus jeunes prisonniers et un conseiller respecté pour les plus anciens, se préparait mentalement à un retour à la liberté qu'il espérait depuis près de 2 ans. Cependant, les autorités allemandes, confrontées à l'effondrement progressif du Reich, prirent une décision dramatique qui allait transformer cette attente en nouvelle épreuve. L'évacuation forcée de tous les prisonniers vers l'ouest pour éviter leur libération par l'armée rouge soviétique. La marche de la mort du Stalag Luft 3, comme l'appelleront plus tard les historiens, commença le 27 janvier 1945 par une nuit d'hiver particulièrement rigoureuse, avec des températures descendant jusqu'à -20 degrés Celsius. Plus de 10 000 prisonniers alliés, affaiblis par des mois de malnutrition et mal équipés pour affronter les rigueurs de l'hiver polonais, furent contraints d'abandonner leur baraquement pour une marche forcée de plus de 60 km vers l'ouest. MacLeod, malgré ses propres difficultés physiques, prit naturellement la responsabilité d'organiser l'assistance aux plus faibles et de maintenir le moral de ses compagnons d'infortune. Sa réputation de leader moral, forgée au cours des mois précédents, lui permit de rallier spontanément les autres officiers expérimentés pour créer une structure de commandement informelle qui suppléa à la désorganisation des gardiens allemands. « Messieurs, déclara-t-il lors de la première halte, nous sommes tous épuisés, nous avons tous froid, nous avons tous faim. Mais nous sommes aussi tous des officiers des forces alliées. Et notre devoir ne s'arrête pas parce que nous marchons dans la neige plutôt que de voler au-dessus des nuages. Nous devons prendre soin les uns des autres comme nous prendrions soin de nos équipages. » L'organisation qu'il mit en place révéla ses qualités exceptionnelles de leadership sous pression. MacLeod divisa les prisonniers en groupes de 20 hommes
chaque groupe étant responsable de ses membres les plus faibles. Il établit un système de rotation pour porter les bagages des malades, organisa le partage équitable des maigres rations distribuées par les Allemands, et surtout, maintint un moral combatif en rappelant constamment à ses hommes que cette marche était probablement la dernière épreuve avant la libération définitive. Son approche humaniste, développée depuis l'épisode du Rheinstadion, l'amena également à maintenir des relations correctes avec les gardiens allemands, eux-mêmes épuisés et démoralisés par l'effondrement de leur pays. Le Hauptmann Weber, qui accompagnait la colonne de prisonniers, confia plus tard. MacLeod était le seul officier allié qui continuait à nous traiter avec respect malgré les circonstances épouvantables. Il comprenait que nous étions tous victimes de cette guerre et que notre survie mutuelle dépendait de notre capacité à rester civilisés. Cette attitude permit à MacLeod de négocier plusieurs arrangements qui sauvèrent probablement des dizaines de vies. Quand plusieurs prisonniers tombèrent malades de pneumonie et ne purent plus marcher, MacLeod persuada Weber d'autoriser leur transport dans les charrettes de bagages allemandes. Quand les rations se raréfièrent dangereusement, il organisa des échanges avec les populations civiles allemandes rencontrées en chemin, troquant des cigarettes et du chocolat contre des pommes de terre et du pain. Le moment le plus critique de cette marche forcée se produisit le 3e jour, quand une tempête de neige particulièrement violente força la colonne à chercher abri dans un village abandonné. Les bâtiments disponibles ne pouvaient accueillir qu'une fraction des prisonniers, et une dispute éclata entre différentes nationalités pour l'accès aux abris chauffés. MacLeod intervint avec l'autorité morale qu'il avait acquise au fil des mois, proposant un système de rotation qui donnait à chacun un accès équitable à la chaleur tout en maintenant la solidarité du groupe. « Gentlemen, déclara-t-il face aux officiers rassemblés, nous ne sommes plus des Britanniques, des Américains, des Australiens ou des Canadiens séparés. Nous sommes des hommes libres qui rentrent chez eux ensemble. Si nous survivons à cette épreuve, ce sera ensemble ou pas du tout. » Ces paroles, rapportées par de nombreux témoins, résumaient parfaitement l'esprit de fraternité qu'il avait réussi à maintenir malgré les conditions extrêmes. La marche se poursuivit pendant 6 jours interminables, à travers un paysage dévasté par la guerre et l'hiver. MacLeod, malgré son épuisement croissant, continuait à sillonner la colonne, encourageant les retardataires, aidant les blessés, organisant les haltes, négociant avec les gardiens. Son carnet personnel, retrouvé après la guerre, révèle l'état d'esprit remarquable qu'il maintint durant cette épreuve. Jour 5. Thompson s'effondre de fatigue. Mais Johnson et Morrison le soutiennent. L'esprit d'équipe tient bon. Les Allemands aussi sont à bout. Nous sommes tous dans le même bateau maintenant. L'arrivée au camp de transit de Spremberg marqua la fin de cette marche de l'enfer, mais MacLeod savait que l'épreuve n'était pas terminée. Les conditions dans ce nouveau camp étaient encore plus précaires que celles du Stalag Luft III, et la désorganisation de l'administration allemande en fuite rendait l'approvisionnement en nourriture et en soins médicaux extrêmement aléatoire. Une fois de plus, MacLeod prit l'initiative d'organiser la survie collective de ses compagnons, créant un système d'entraide qui compensait les défaillances de leurs gardiens. Sa réputation avait maintenant dépassé le cercle des anciens du Stalag Luft III pour s'étendre à tous les prisonniers alliés du camp. Des officiers qui ne l'avaient jamais rencontré venaient solliciter ses conseils pour résoudre des conflits, organiser des distributions de vivres, ou simplement trouver le courage de tenir jusqu'à la libération qui semblait désormais imminente. MacLeod était devenu, sans l'avoir cherché, l'âme morale de plusieurs milliers d'hommes en détresse. Le 12 avril 1945, des rumeurs extraordinaires commencèrent à circuler dans le camp. Des chars américains avaient été aperçus à moins de 10 kilomètres. MacLeod, prudent, refusa de laisser l'excitation collective dégénérer en désordre qui pourrait provoquer une tragédie de dernière minute. « Messieurs, annonça-t-il lors de l'appel du soir, la liberté approche, mais elle n'est pas encore là. Restons disciplinés, restons dignes, restons unis jusqu'au bout. Nous avons survécu à tout le reste, nous survivrons aux dernières heures. » Le 13 avril au matin, les premiers chars Sherman de la 3e armée américaine franchirent les grilles du camp de Spremberg. MacLeod, debout au premier rang avec ses compagnons, regarda ses libérateurs avec des larmes de joie et de soulagement qu'il ne cherchait plus à cacher. 2 ans et 3 mois après son atterrissage spectaculaire au Rheinstadion de Düsseldorf, le Flight Lieutenant Alistair MacLeod retrouvait enfin sa liberté. Mais il n'était plus le jeune pilote insouciant qui était monté dans son Spitfire pour une mission de routine au-dessus de l'Allemagne.
Il était devenu un homme mûri par l'épreuve, forgé par la souffrance, et transformé par sa découverte de la complexité morale de la guerre et de l'humanité.